La Fabrique des communs pédagogiques présente les podcasts de l'éducation dehors. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast des rencontres de la classe dehors. Nous sommes au sein du parc du 26e centenaire à Marseille et je suis Leïla de la Fabrique des communs pédagogiques. Nous nous retrouvons dans ce podcast des rencontres pour parler de l'enseignement en extérieur. Et aujourd'hui, je reçois Laurane. Bonjour Laurane. Bonjour Leïla. Alors, on commence le podcast en se présentant. Qui es-tu ? Alors, je suis Laurane Pellissier, je suis chargée de projet éducation jeunesse au sein du WWF France. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'association avec le logo avec un grand panda noir et blanc. Ah oui, je vois très bien. Et que fais-tu au sein de WWF ? Alors, moi, je suis en charge du pilotage d'un projet qui s'appelle l'école jardinière et qui vise à encourager la pratique et la pérennisation de ce qu'on appelle les potagers pédagogiques. C'est-à-dire les potagers qu'on met en place dans la classe, dans la cour d'école ou en extérieur de l'école. Okay. Est-ce que tu peux me dire, du coup, que viens-tu faire aux rencontres ? Alors, nous sommes aux rencontres parce que nous travaillons au sein du pôle éducation du WWF, plus globalement sur la connexion à la nature des enfants, et notamment le fait de rétablir un contact régulier et de proximité avec la nature pour les enfants, pour en faire les acteurs de demain. Et du coup, nous avons animé hier un grand atelier sur le potager pédagogique de 14h à 16h. Voilà, nous sommes aussi ici pour assister aux rencontres, écouter toutes les tables rondes, participer aux ateliers et échanger avec d'autres praticiens. Super. Et en fait, toi, tu travailles directement avec les écoles ou avec les collectivités, du coup ? Alors, en fait, je peux donner un peu de contexte sur l'école jardinière. Tout à fait. C'est un projet qu'on a commencé en 2019 parce qu'on est parti du constat que si un enfant est mis en contact de manière régulière et de proximité avec la nature, il sera plus enclin à s'engager pour la protéger à l'âge adulte, notamment parce qu'en fait, il va apprendre à la découvrir, à la protéger, à la respecter. Et du coup, en 2019, on a commencé par expérimenter dans 19 établissements scolaires la mise en place, vraiment dans des conditions idéales, de potagers pédagogiques avec des partenaires locaux et des collectivités. Dans toute la France ? Dans différents territoires. Il y avait en région parisienne, dans le sud de la France. On a essayé vraiment d'avoir des contextes locaux assez différents. Okay. Et du coup, pendant 2 ans, on a expérimenté et on a tiré énormément de leçons, de freins, de leviers, dans l'idée d'avoir un essaimage à l'échelle. Est-ce que tu peux justement me parler de ces freins et de ces leviers ? D'abord les freins. Oula, alors pour le potager, ils peuvent être nombreux, ça dépend de l'échelle à laquelle on se passe. Il y a des enseignants pour lesquels déjà il faut dégager du temps, ça demande de l'énergie. Certains estiment aussi qu'ils ont besoin d'avoir des compétences à acquérir sur cette thématique-là. Après, il y a des questions de moyens, il y a des questions juridiques aussi. Il y a des lois, notamment par exemple sur l'eau stagnante ou le fait de ne pas pouvoir forcément consommer ce qu'on a produit au potager. Voilà, il y a beaucoup de freins et leviers. Mais heureusement, voilà, il y a beaucoup de leviers, il y a beaucoup d'exemples. Et c'est pour ça qu'on a décidé de partager toutes ces pratiques grâce à l'école jardinière, où on s'adresse à la fois aux enseignants en fournissant une boîte à outils très complète, ludique, accessible. Notamment pour ritualiser le potager, on a mis en place un outil qui s'appelle l'hebdo du potager. Et chaque semaine, on met en ligne une activité à faire en lien avec le potager pédagogique, qu'on se soit déjà lancé ou non, qu'on souhaite la faire en intérieur, en extérieur. Ça permet d'avoir chaque semaine une idée d'activité à faire avec ses élèves, avec toutes les informations clés. Alors, où exactement on peut les retrouver ? Alors, on peut tout retrouver sur école-jardinienne.fr ou sur le site du WWF France. D'accord. Et voilà, tous les contenus sont bien sûr gratuits, accessibles. L'idée, c'est vraiment de diffuser, d'essaimer, de partager. Et puis aussi, nous, d'avoir des retours de pratique sur le terrain. Et j'ai oublié la suite de la question. Non, c'était ça, sur les leviers. Et du coup, tu me disais un peu tout ce que vous proposiez. Voilà, donc en fait, on s'adresse vraiment à la fois aux enseignants pour leur fournir des outils clés en main, simples, ludiques, pour se lancer, ritualiser. On a également une cartographie qui permet de recenser toutes les écoles qui ont des potagers pédagogiques sur le territoire, les associations qui peuvent soutenir ce type de programme et également les collectivités locales engagées. Parce que ça, c'est le deuxième aspect sur lequel on travaille beaucoup, et parce qu'on a constaté que les potagers qui fonctionnaient le mieux étaient souvent ceux qui étaient soutenus par une collectivité. Et du coup, on a lancé un groupe de travail avec des collectivités qu'on appelle nos collectivités pionnières pour justement participer à des échanges de pratiques. Et donc là, on vient de sortir un livret d'enquête auprès d'une quinzaine de collectivités où on a vraiment décidé d'aller enquêter sur le terrain, de partir à la rencontre des agents, des ATSEM, des élus, voilà, de
tout le panorama possible pour faire ressortir ces pratiques et partager et faire dialoguer entre elles des collectivités pour s'inspirer et approfondir et aller plus loin dans la pratique. Et donner envie aussi peut-être des collectivités qui ne se sont pas encore lancées, j'imagine. Tout à fait. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en les faisant échanger, on se rend compte qu'il y a des freins identifiés par certaines et d'autres qui ont trouvé des leviers. C'est vraiment l'échange de pratiques. On se rend compte qu'il n'y a pas forcément de plateforme pour elles et qu'en fait, c'est très enrichissant d'échanger avec des homologues. Du coup, qui sont vos meilleurs ambassadeurs? C'est les maîtresses qui ont envie de se lancer et qui vont vers leur collectivité. Comment ça se passe? Ou elles peuvent venir directement voir WWF. En fait, elles peuvent juste regarder vos ressources et se lancer toutes seules, en fait. C'est ça. En fait, vraiment, tout le monde peut se lancer. Mon conseil serait de commencer petit. Ne serait-ce que faire des semis en glace, c'est déjà un pas de géant. Oui. Ne serait-ce qu'aller dans la cour d'école, essayer de se dire comment on peut l'aménager, à mettre quelques jardinières, c'est déjà énorme et c'est super. Et donc en fait, voilà, on a des contenus qui sont accessibles. Commencer par la première séance de l'hebdo qui est sur imaginer son jardin idéal. Et puis après, il y en a une autre, par exemple, sur aller observer les petites bêtes. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Tout est piochable, interchangeable. Enfin voilà, c'est hyper ouvert. Super. Juste avant, est-ce que tu as quelque chose que je n'ai pas abordé? Du coup, au pôle éducation de WWF France, donc on travaille sur vraiment la reconnexion à la nature, notamment en passant par l'émerveillement, l'expérience de nature chez les enfants et surtout pouvoir travailler leur esprit critique. Donc on essaye de vulgariser nos programmes auprès des enfants et donc on a plusieurs thématiques. Parce que vu qu'on est à Marseille, je trouve aussi intéressant de partager ce programme-là. Il s'appelle Les Gardiens de la Méditerranée. Et là, c'est pour sensibiliser à ce hotspot de biodiversité qu'est la Méditerranée et qui pourtant est assez méconnu, mine de rien, des enfants qui sont à proximité. Et donc on a tout un tas de contenus pédagogiques, pareil, qui sont accessibles sur le site du WWF France. Et tu peux me donner un exemple? Par exemple, la posidonie. Le rorqual commun, il y a la grande nacre, 3 espèces qui sont emblématiques de la Méditerranée et qui méritent vraiment d'être connues et protégées. Et du coup, on a ces contenus-là où il y a des parcours pédagogiques, un podcast interactif qui sont très accessibles, ludiques. Donc voilà, on vous invite vraiment à les découvrir. Et on a également des contenus sur l'alimentation durable aussi, donc pour permettre aux enfants de se questionner. Qu'est-ce que je mange, pourquoi, d'où ça vient et est-ce qu'il y a un lien avec la protection de l'environnement. Et donc on a conçu 6 séances où l'enfant est acteur. C'est vraiment ludique, pédagogique, pour parler alimentation durable, qui est aussi une notion fondamentale et qui va avec toute notre activité de l'école jardinière sur la biodiversité comestible. D'accord. Super, c'est vraiment énorme en fait. C'est en fait un panel de contenus sur lesquels les enseignants et même les parents peuvent en fait piocher puisque c'est libre et accessible à tous. Tout à fait. Et on le sait pas forcément. Super. Du coup, sur les rencontres, est-ce qu'il y a un atelier ou une table ronde auquel tu as participé qui t'a intéressé? Tu as une petite anecdote sur les bénéfices concrets que tu aurais pu voir sur un jardin potager que vous avez mis en place et ce que ça a pu apporter à la classe ou à l'école qui s'est lancée? Si, en fait, on a vraiment beaucoup de retours, notamment plutôt sur le côté transformationnel, d'enfants qui vraiment en classe sont plus introvertis, ont du mal à se concentrer et qui changent de tout au tout au potager, où ils retrouvent une sérénité, un calme, une aisance et ça change un petit peu le rapport avec l'enseignant. Après, sinon, c'est un exemple qui m'a marqué parce que en fait, je trouve qu'on peut... Quand on parle du potager, c'est vraiment un outil qui est transverse. On peut faire des maths, on peut faire des sciences, mais on peut aussi faire de la poésie, on peut faire de l'art. Et typiquement, je suis allée dans un potager dans le 20e arrondissement de Paris, où c'est un toit qui a été réaménagé. D'accord. Ce potager, il est géré par le prof d'anglais. Et par exemple, il y a une prof d'histoire qui s'en est saisie pour parler des herbes médiévales. Donc en fait, il y a vraiment, quand on a un petit peu d'imagination, on peut vraiment tout travailler et pas que l'observation des petites bêtes. Et ça peut aller vraiment de la maternelle au collège. En fait, c'est un point de départ pour plein de choses, en fait. Si vraiment on s'ouvre à ça. Ok, super. Et sinon, un autre exemple là, qui me vient à l'esprit, là, c'est plutôt sur le côté collectivité.
Mais dans le cadre de notre enquête, nous sommes allés à Quimper. Oui. Et c'était très intéressant parce que dans cette ville-là, ils ont vraiment inclus de l'enseignant au service de cantine, au temps périscolaire. Donc c'est un exemple qui va vraiment tout au bout, fait toute la chaîne. Et notamment, on a échangé avec des personnels de cantine sur la mise en place du compost et toutes les craintes qu'elles pouvaient avoir au début, parce que forcément, ça pouvait avoir un impact sur leur temps de travail. Mais les avantages aussi qu'elles en ont tirés, comme avoir des sacs poubelles finalement moins lourds à porter en fin de service. Et ça, c'est des témoignages auxquels on ne pense pas forcément et qui montrent aussi les bénéfices de ce type d'action et de mise en place. Et que, comme quoi, dans ce type de projet, c'est essentiel d'intégrer vraiment toutes les parties prenantes pour prendre à la fois leurs craintes, mais aussi du coup récolter les bénéfices qu'elles peuvent tirer de ces projets-là. En plus, c'est sympa de sensibiliser les enfants à ça aussi, de leur dire vous avez une tâche à la fin du repas, on peut jeter les déchets alimentaires dans le compost. Bon, non seulement ils débarrassent eux-mêmes, donc ils sont autonomes, et ensuite ça fait du compost pour le jardin, et on aide aussi les femmes qui s'occupent de la cantine, donc que des bénéfices, et c'est très très simple en fait. C'est ça, et franchement on a mangé avec les élèves le midi, et les 3 qui étaient en charge du compost, ils étaient ravis d'y aller, parce qu'en plus ça leur permettait d'aller voir les poules, c'était un vrai bonheur de les voir faire ça et d'être très contents. On ne se dirait pas de prime abord que des enfants vont être contents d'aller jeter un compost, quoi. Bien sûr, ouais, génial. Vous avez mis en place plein de choses là en 2025, et du coup, quels sont les défis là que vous devez aborder pour 2026 ou les années à venir ? Nos défis, du coup, c'est de poursuivre, d'aller plus loin. Effectivement, on a le potager pédagogique comme porte d'entrée, mais l'objectif, c'est vraiment la reconnexion à la nature au quotidien. Donc, on a envie d'aller plus loin dans cette démarche-là, de continuer ces échanges de pratiques, de continuer aussi d'essayer d'inspirer, de motiver, de fédérer autour de ces pratiques-là. Ok, le but, c'est vraiment de propager ça dans toute la France, dans le maximum de collectivités. Exactement. Ok, super. Merci. Dernière question que je pose à tout le monde. La première édition des rencontres a eu lieu à Poitiers. Là, cette année, on est à Marseille. Si tu devais suggérer une ville pour la prochaine, ce serait laquelle ? Alors, je vais être un peu chauvine, mais je suis lyonnaise, donc je pense que Lyon serait parfaite. Ouais, c'est vrai que c'est une belle ville et on m'en parle tout le temps de Lyon. Et qui fait aussi beaucoup dans ces domaines-là. Super, eh bien, merci beaucoup Laurane. Merci. Merci d'avoir répondu à mes questions, merci à vous tous de m'avoir écouté. Je vous invite à partager le podcast et à la prochaine.